Donc, oui, très bien, super. Nous allons continuer l'après-midi avec des thématiques aussi intéressantes que d'actualité. Merci de cette intervention sur l'apport des consultations de pré-transition. Alors, c'est Justine Paqueta qui prendra le relais parce qu'elle est plus à même, voilà, de commenter ce sujet. Justine est en train d'essayer de se connecter. Donc, nous pouvons lancer, écoutez, si vous êtes prête, nous vous écoutons. Merci, bonjour à tous. Je vous remercie pour l'opportunité de vous parler aujourd'hui. Je coordonne la plateforme de transition Advenir à l'hôpital Robert Debré à Paris, et donc avec les docteurs Jacquin et Mélério. Et je vais vous parler aujourd'hui de l'apport des consultations de pré-transition que nous avons développées à la plateforme Advenir. Donc, il y a quelques années, au sein de l'hôpital, le constat a été fait qu'effectivement, pour les soignants, c'était parfois difficile de travailler avec les adolescents, qui représentaient parfois un problème. On pensait qu'ils n'étaient jamais observants de leurs soins. Mais aussi, pour les soignants, il y avait un manque de temps, parfois un manque d'arrêt et surtout un manque de formation pour bien accompagner ces jeunes patients. Mais la transition est devenue un sujet positif sur lequel il peut y avoir une collaboration entre les services. Et donc, du coup, ça représentait une nouvelle approche optimiste, fédérative pour les soignants et l'administration de l'hôpital. Et avec le soutien du ministère de la Santé, de la Fondation des hôpitaux de Paris, la Fondation des Clés Jaunes, et de l'hôpital, nous avons créé une unité de transition qui s'appelle maintenant la plateforme Advenir, qui est ce petit bâtiment en tôle qui est devant l'hôpital Robert Debré, vous voyez sur la photo, qui est de façon symbolique à l'extérieur de l'hôpital pédiatrique et adjacent à la maison des ados, qui ne fait pas partie de l'hôpital, mais qui représente une ressource pour les adolescents du quartier. Donc, les consultations de pré-transition sont la première activité que nous avons mis en place à l'ouverture d'Advenir en 2017. Il s'agit d'une consultation longue avec un pédiatre spécialisé dans la médecine de l'adolescent. Ce jeune est adressé à ce jeune, donc, il s'agit d'adolescents qui vivent avec des maladies chroniques. Ils sont adressés par l'équipe de référence au sein de l'hôpital et de préférence dans les 2 ans environ avant le transfert programmé en service pour adultes. Ça se passe dans un endroit dédié, donc à la plateforme Advenir, qui est à l'extérieur de l'hôpital. Et l'ado est reçu seul pour la consultation, et ensuite les parents sont invités à participer à la fin pour faire le point tous ensemble. Donc pendant la consultation, le jeune est invité à présenter son parcours, passé et présent, et ensuite de réfléchir à son futur de façon très large du terme, études scolaires, travail, projet de famille, de voyage, etc. Des questions spécifiques à l'adolescent sont abordées avec la checklist HEAD, qui était vue tout à l'heure dans l'après-midi, et un examen clinique est fait si nécessaire. Le questionnaire Good2Go, qui est affiché à gauche de l'écran, est utilisé, c'est un questionnaire d'aptitude à la transition, c'est utilisé pour évaluer l'aptitude à la transition du jeune. Et les conclusions sont faites ensemble, élaborées ensemble avec le jeune, et les recommandations ensuite sont faites au service qui a adressé le jeune, à l'ado lui-même et à ses parents. Donc, pour évaluer les CPP, comme on les appelle, on a utilisé une approche mixte. Pour la partie quantitative, nous avons reçu 166 jeunes depuis mai 2017, donc en 4 ans. Donc forcément, avec une baisse du nombre de vues en 2020 pour des raisons évidentes. Mais on prévoit déjà cette année on a déjà dépassé en 2021 les chiffres de l'année dernière, et donc on prévoit une large augmentation cette année du nombre de consultations. Sur le plan qualitatif, nous avons fait une multidisciplinaire basée sur l'enregistrement
audio des 27 premières consultations et une analyse a été faite avec des pédiatres, une sociologue, une psychologue et une chercheuse en santé publique. Donc, nous avons reçu en consultation à peu près un peu plus de la moitié des jeunes qui ont été adressés et c'est un delta qui diminue d'année en année. Au départ, il y avait des jeunes qui étaient mal aiguillés vers la transition et maintenant de plus en plus de services parlent de la transition en amont d'adresser les jeunes chez nous, ce qui aide du coup à les faire venir par la suite. On voit à gauche les services qui vont adresser la majorité des jeunes, le service de gastro-entérologie, de diabétologie, VIH, rhumatologie, pneumologie. Sur les 166 consultations faites, l'âge moyen des jeunes est de 17 ans et demi. Il y a plus de filles que de garçons qui viennent. Et ensuite, les maladies représentées sont listées, mais c'est une liste non exhaustive. Donc, en ce qui concerne les expériences de ces adolescents, la première chose notée était qu'il y avait deux façons de s'identifier par rapport à sa maladie chronique, de se sentir malade versus se sentir normal, mais avec une maladie. On a quelques verbatims de ces consultations. Nicolas, 18 ans, qui vit avec une mucoviscidose, qui dit « je suis normal à l'exception d'une protéine ». Et à l'inverse, Kenzia, 17 ans, qui vit avec une maladie de Crohn, qui se sent vraiment différent des autres. Ensuite, il y a le fardeau perçu de la maladie, qui n'est pas tellement la maladie et les traitements au quotidien, mais finalement tout ce qui les différencie de leur père qui ne vivent pas avec la maladie. Donc, le temps passé à l'hôpital, la fatigue, l'impact sur la vie sociale, scolaire, loisirs, etc. et l'alimentation. Ilana qui avait souligné le stress qui lui portait ce fardeau. Et troisièmement, on a observé des grandes disparités sur le niveau de connaissance de leur maladie à cause des représentations, des croyances et des difficultés de compréhension, même pour ceux qui avaient un suivi depuis très longtemps. Donc, il y a Léa qui dit « Quand je dis syndrome néphrotique, je ne vois pas la relation avec les reins ». Et pour certains aussi, il y a le poids du langage, cette difficulté de parler de la maladie, même parfois de le nommer, par exemple pour le VIH ou la mucoviscidose. Donc, pour beaucoup de jeunes, nous avons remarqué que cette consultation facilite la prise de parole sur la vie, sur leurs relations avec les soignants et sur des questions parfois difficiles comme la sexualité, les consommations, etc. Il y a Ilana qui nous a dit « j'ai peur, je n'aime pas voir le médecin seul ». Et Lucas, 17 ans, qui nous a confié qu'il n'a jamais parlé avec son chirurgien de la vie affective. Nous trouvons régulièrement les jeunes manquent de connaissances sur leur maladie et comment se servir finalement des connaissances qu'ils ont. Donc, que ce soit sur la transmission de la maladie, sur les éventuels problèmes de fertilité et surtout sur la gestion administrative. Pour la plupart des jeunes, on leur a parlé très récemment de la transition. Elle n'est ni préparée ni planifiée et les jeunes le vivent d'une façon très passive, comme une nécessité regrettable et qui parfois peut faire peur. Donc, il y a Caroline, 17 ans, qui dit tout simplement ça sera étrange, et Nolwenn qui souhaite juste qu'on lui dise où elle doit aller. Donc, les jeunes ont peu de représentation des services d'adultes et les représentations qu'ils ont, c'est souvent négatif. Mais certains, comme Lucas, 17 ans, ont des vraies attentes pour les unités d'adultes. Il dit « ils vont me parler plus franchement ». Donc, la consultation de pré-transition semble être une étape importante dans le processus de la transition et nous avons des retours très positifs de la part des adolescents en tant qu'expérience nouvelle avec un médecin qu'ils ne connaissent pas,
dans un cadre différent et qui donne une liberté d'expression pour aborder des sujets pas forcément liés à la maladie directement. Tout ça qui mène à un sentiment d'empowerment. Aussi de la part des soignants, la CPT représente un point de vue extérieur sur leurs patients. Le questionnaire du Good to Go est un outil pour évaluer la préparation à la transition et un très bon support pour la discussion. Et nous reconnaissons le besoin d'une confiance mutuelle entre les services, entre collègues, par rapport au non-jugement de leurs patients. Ensuite, pour les parents, ils sont très motivés pour participer, ils veulent partager leur point de vue, mais nous rencontrons quand même quelques difficultés pour les engager directement dans le processus. Donc, nous sommes en train d'étendre les propositions des consultations de préparation à la transition en travaillant individuellement avec les différents services de l'hôpital pour atteindre des populations plus vulnérables, pour s'assurer qu'on ne voit pas uniquement les patients qui sont les plus engagés déjà. Donc, nous souhaitons mieux impliquer les parents, comme je disais tout à l'heure, dans la démarche, et nous avons développé un outil d'accueil pour les parents pendant que les jeunes soient vus en consultation. Et on souhaite également mieux impliquer et mieux sensibiliser les équipes pour adultes. Et on commence à tisser de plus en plus les liens avec ces services. Sur le plan de la recherche, la collaboration continue avec la psychologue et la sociologue pour une approche vraiment pluridisciplinaire. Et les objectifs d'évaluation à long terme, à plus long terme, sont d'évaluer l'efficience réelle de ces consultations sur le succès de la transition des jeunes. Je vous remercie pour votre attention. Très bien, merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Alors, moi, j'en ai une. Vous, à moins que j'ai pris la place de quelqu'un qui voulait s'exprimer. Oui, j'ai une question. Vous dites que l'avenir, c'est atteindre un petit peu les populations vulnérables. Vous avez une idée de comment atteindre ces populations? Parce que est-ce que vous pensez mettre un service particulier ou vous allez les drainer dans votre file active de patientèle déjà? Oui, c'est une question qui effectivement n'est pas simple et on avait peur effectivement surtout au début du processus d'atteindre beaucoup plus facilement des jeunes qui étaient déjà engagés, qui voyaient déjà un intérêt sur un processus un peu développé. Là, on travaille de plus en plus près avec les services individuellement pour déterminer pour leurs patients quels seraient les besoins et est-ce qu'on peut adapter l'offre de la plateforme à venir justement pour répondre à ces besoins et mettre en synergie avec ce qu'ils font déjà dans le service sur la transition. Parce que nous, on travaille vraiment en transversal avec l'ensemble des services de l'hôpital. Donc, l'idée, c'est d'adapter le service que nous, on peut rendre aux besoins des jeunes, des adolescents avec des maladies chroniques individuellement dans chaque service. D'accord, très bien, merci. Je ne sais pas s'il y a des questions. Oui, bonjour. Oui, allez-y. Vous m'entendez bien? J'ai une petite question. Je voulais savoir, la consultation pré-transition, donc si je comprends bien, elle est effectuée avec un autre avec un autre pédiatre spécialisé que le pédiatre que l'enfant voit régulièrement dans son service. C'est exactement ça. C'est un pédiatre qui est spécialisé dans la médecine de l'adolescent, dans la santé de l'adolescent, et pas forcément dans chaque maladie des jeunes. D'accord. Et est-ce que dans ces lieux, vous réalisez des consultations conjointes avec du coup le médecin référent du service qui va accueillir l'enfant, enfin l'ado adulte Du côté des adultes? Ouais. Non, on a tenté
Il y a 2 ans, on a tenté de mettre en place justement ce genre de service justement à disposition des différents services de l'hôpital. Et finalement, techniquement, c'était un petit peu difficile à mettre en place. Les médecins d'adultes sur la région parisienne, c'est pas facile de se déplacer. On a essayé de faire quelque chose plus par visio, mais finalement qui était facilité par la pandémie. Mais ce qui s'est mis en place un petit peu en parallèle, c'est qu'en travaillant avec les services individuellement, il y a plus ils se sont rendus compte un peu plus de la problématique aussi. Et de plus en plus de services accompagnent les jeunes dans leur première consultation en adulte ou pour une première consultation conjointe. Mais c'est vraiment service dépendant et c'est plutôt le service de pédiatrie qui se déplace que le médecin d'adulte qui vient ici. Plutôt dans ce sens-là. Cette partie-là se fait plus dans le service qu'avec la plateforme Advenir, bien que nous, on peut aider à tisser les liens et à construire ces ponts. D'accord, merci beaucoup. Activer mon micro. Oui, normalement c'est bon, vous devez m'entendre. Désolée, Justine Paqueta, on a quelques problèmes techniques à arriver à me connecter. J'avais une mini question pour vous. Peut-être que vous l'avez dit pendant votre topo parce que j'ai été coupée, mais est-ce que certains de ces enfants, enfin jeunes adultes, vous redemandent une consultation de transition pour refaire le point ou c'est vraiment un one-shot et après ils retournent dans leur filière classique? C'est une très très bonne question. En général, effectivement, ils font un détour vers la plateforme Advenir et ensuite ils retournent dans leur service avant de quitter l'hôpital Robert Debré. Parfois, on fait une deuxième consultation. Pour l'instant, ça n'a jamais été à la demande du jeune. C'était plutôt un constat qui était mis en place lors d'une première consultation où le jeune était d'accord pour revenir dans 6 mois, par exemple. Mais c'était jamais vraiment à la demande du jeune, c'était en fonction de la consultation et de son niveau de préparation ou s'il y avait des éléments spécifiques à revoir, par exemple sur le sommeil ou les consommations, qu'on pouvait travailler ensemble et en parallèle de les renvoyer un peu dans leur service d'origine. Mais la majorité, effectivement, c'est du one-shot. Ok. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces précisions.